Bonjour et bienvenue dans votre tout premier numéro des podcasts de EHES. Je me nomme Nardine Fatima Djompi, étudiante en première année d'ingénierie du pétrole et du gaz. Et nous allons nous retrouver ici chaque 2 semaines dans cet espace créé pour les étudiants afin de discuter d'un thème tournant autour de la vie estudiantine, de l'entrepreneuriat, de la santé mentale et entre autres. Ici, nous allons mettre de côté les idées reçues pour pouvoir discuter sincèrement à propos du stress, de la fatigue mentale, de la pression sociale. Et surtout, nous allons mettre l'accent sur la résilience, les conseils pratiques et l'entraide, surtout entre pairs. Avec moi, vous aurez des invités étudiants, parfois des professionnels et surtout des témoignages vrais qui vont pouvoir vous accompagner et surtout vous inspirer. Je suis particulièrement heureuse d'accueillir pour notre tout premier podcast deux étudiants de cette école qui vont pouvoir nous partager leurs témoignages sincères sur la santé mentale en milieu universitaire. À ma droite, il y a Marine John et à ma gauche, Abdoulakim Makendoe, qui vont nous partager leur vécu et leur expérience. Vous allez certainement vous demander pourquoi, pour ce premier thème, nous avons choisi la santé mentale. Vous le saurez tout de suite, car ce sera un moment d'échange, de partage et surtout de prise de conscience. Alors, Akim, peux-tu te présenter en quelques mots? Merci Nardine Fatima Djompi. Bonjour à toutes et à tous. Abdou Hakim Ndoye, étudiant en première année d'ingénierie du pétrole et du gaz. Aujourd'hui, j'ai accepté de participer à ce podcast car le thème me tient vraiment à cœur. Le thème qui se porte sur la santé mentale en milieu universitaire. Parce que c'est un thème qui n'est pas trop abordé dans les émissions. En grosso modo, aujourd'hui, nous sommes très ravis de partager ce moment avec Nardine Fatima Djompi et avec ma collègue Yamari John. Alors, Yael Marie-Jo, parle-nous un peu de toi. D'accord. Bonjour à tous et à tous. D'abord, merci pour l'invitation. Je suis Yael Marie-Jo, étudiante en première année en ingénierie du pétrole et du gaz. Et je suis aussi la chargée de la communication du bureau des étudiants. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je crois qu'on a besoin de parler vrai, de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, surtout quand ça ne va pas. La santé mentale est un sujet que l'on banalise, alors que c'est quelque chose que l'on traverse tous à un moment ou à un autre. Dans cet épisode, je veux partager sincèrement ce que j'ai vécu et ce que j'aurais aimé entendre à un moment ou à un autre, surtout quand j'étais dépassée. Alors, ça promet d'être un agréable moment de partage. Maintenant, j'aimerais juste savoir, Hakim Doy, comment est-ce que tu te sens en ce moment par rapport à tes études ici à l'école? D'accord. Exactement, je me sens partagé. Parce que d'un côté, je suis conscient de la charge et de l'importance de mes études pour vraiment faire mon avenir professionnel, m'immerger dans le secteur professionnel. De l'autre côté, il y a la charge, le travail constant, le travail constant des études et la pression qui n'est pas vraiment facile à gérer. Donc, j'essaie juste de rester sur moi-même, d'écouter ma propre personne pour essayer de maintenir cette force et cette constante. D'accord, je comprends mieux. Maintenant, par rapport à ta thématique, c'est surtout le fait d'être partagé entre la pression et également tes projets à toi. Mhm. D'accord. Maintenant, Yael Marie, j'aimerais vraiment savoir ce que tu dirais si la santé mentale, c'est un sujet qui est facile à parler avec les gens de ton entourage. Honnêtement, je dirais que oui, mais avec des nuances. Étant une personne hypersensible, j'ai un radar émotionnel assez élevé. Je ressens facilement quand une personne ne va pas bien, même quand elle ne le verbalise pas. Et je n'hésite pas dans ce cas-là à m'approcher, à poser les bonnes questions et ou à tout simplement être là en fait. Parce que je sais à quel point c'est important, je dirais même vital, de se sentir écouté. Maintenant, quand il s'agit de ma propre santé mentale, c'est assez compliqué. J'ai cette tendance à vouloir endosser le rôle de celle qui soutient, qui console, qui est là. Alors que peut-être à ces moments-là, j'avais besoin de ça. Mais quand même, j'apprends à en parler, à choisir les bonnes personnes, les bons espaces et
à déposer en fait ce que je porte. Donc je dirais que oui, surtout quand il s'agit des autres. Pour moi, c'est encore un chemin en construction. Alors, par rapport à cette santé mentale, on retiendra toujours que il s'agit de plus garder ce que l'on ressent pour pouvoir extérioriser pour les autres. Alors, exactement. D'accord. Maintenant, par rapport à cette situation de stress, par rapport à tes études, qu'est-ce qui cause cela réellement à Kindle? Bien évidemment, nous avons le stress toujours dans le milieu scolaire, dans le milieu universitaire, on peut dire. Parce qu'il y a plusieurs phénomènes, il y a plusieurs facteurs qui imposent le stress à l'étudiant, à l'apprenant, à l'écolier, on peut dire. Parce que à chaque fois, vous avez ce défi de vouloir être constant, de vouloir assurer les examens, de vouloir assurer les évaluations, de vouloir parfois même vous comparer avec les autres étudiants pour être au top. Parce que, parce que tout étudiant qui est dans le milieu scolaire vise à être performant. Donc, moi, j'en conclus que le stress, il y a plusieurs facteurs qui viennent le déposer dans la vie de l'étudiant. Par exemple, moi, euh, quand il y a des évaluations, quand il y a des examens, je suis stressé parce que je ne sais pas comment je vais pouvoir m'organiser, comment je dois programmer mon calendrier de travail pour assurer les examens et les évaluations. Donc, de ce fait, je dis que il y a plusieurs facteurs qui viennent mettre le stress autour de la table de la vie scolaire. Maintenant, pour toi, ce stress-là, il est plus causé par la pression familiale ou par les examens ou surtout par rapport au planning que tu viens de souligner. Bien évidemment, il y a plusieurs, comme je l'ai dit tantôt, il y a plusieurs facteurs qui imposent le stress. Il y a d'abord le stress des évaluations, des examens, parce que tout étudiant qui apprend vise à être performant dans ses examens et dans ses évaluations. Mais il y a aussi, comme vous l'avez dit tantôt, il y a aussi la pression familiale. Parce que comme vous le savez, les cas ne sont pas identiques. Tu peux être bien chez toi, dans ton espace familial. Moi, je peux ne pas l'être. Car ici, on est au Sénégal. La famille joue beaucoup dans le cadre, dans la vie de l'apprenant. Parce qu'à chaque fois que vous descendez à l'école, vous partez chez vous. Et vous allez confronter certains problèmes, certains défis à relever concernant vis-à-vis de vos parents, de vos frères, de vos sœurs, de vos tantes et de vos oncles. Donc, moi, je peux dire qu'il y a la pression familiale, il y a la pression des examens, mais il y a aussi la pression de comment tu vas gérer tous les tâches, tous les travails qui sont vraiment consistants, qui sont dominants dans le milieu scolaire. Donc, je pense qu'il y a ces trois facteurs qui sont vraiment là, qui posent le problème à l'étudiant, qui posent le stress carrément. Il y a l'examen, comment planifier son routine de travail, mais aussi la pression familiale. D'accord, merci beaucoup, Akindre. Alors, Yann-Marie, as-tu déjà ressenti un épuisement mental ou est-ce que tu l'as vécu? Alors là, je dirais que oui, et plusieurs fois même. Mais l'épisode le plus marquant a été causé par les études. Je subissais une pression énorme, celle de réussir, celle de toujours être au top, de toujours être l'étudiante performante. En parallèle, je portais aussi beaucoup d'émotions, parfois celles des autres. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis une personne qui a le réflexe d'être celle qui soutient, qui écoute, etc. Euh, mais à force de tout porter, j'ai fini par subir un effondrement mental. Pas en public, non. Extérieurement, j'étais toujours restée cette fille souriante, pétillante, forte. Mais à l'intérieur, c'était le chaos. Et je pense que c'est ça qui est le plus dur avec l'épuisement mental. Personne ne le voit tout de suite, pas même toi. Il m'a fallu du temps pour comprendre que ce n'était pas être faible que de craquer. Te demander de l'aide était aussi une forme de force. Le chemin vers la guérison a été long, mais il m'a appris à mieux me connaître, à me comprendre, à poser mes limites, à dire non, mais surtout à me donner la bienveillance que j'apporte aux femmes. Ah, là, c'est vraiment un témoignage fort en émotion. Là, je me retrouve vraiment dans, on va dire, dans tes explications. Maintenant, moi, j'aimerais savoir de ton côté, Hakim, qu'est-ce qui te permet réellement, comme technique ou habitude, de pouvoir évacuer le stress? Bien évidemment,
En premier lieu, je dirais il y a cet espace universitaire qui offre à l'étudiant de se vider, de dire tout ce qui ne va pas bien pour gérer son stress. Mais de mon côté, j'ai des techniques à moi qui me sont personnelles. Par exemple, je fais de temps en temps des méditations. J'essaie de gérer la pression de ma façon, de parler avec moi, de rester sur ma personne et d'être moi-même en tout cas. Et aussi, comme je l'ai dit tantôt, les facteurs, j'essaie toujours de bloquer tous les facteurs qui vont me causer le stress. Donc, par exemple, imposer toutes les suites, les charges que je dois faire alors qu'elles ne sont pas encore venues. J'essaie toujours de prioriser tous les priorités. J'essaie de prioriser les priorités, les choses que je dois faire à l'instant, je les fais. Et j'essaie de ne pas penser aux choses que je dois faire dans une semaine, dans 2 jours ou dans 3 jours. Ça, je dirais que je l'ai fait je l'ai commencé il y a 2 ans, mais ça m'a vraiment soutenu dans le milieu scolaire, car ça me permet de me concentrer sur les choses carrément que je dois faire à l'instant T, et de ne pas me concentrer à l'instant qui n'est pas encore venu, on peut dire dans 2 semaines ou dans 3 semaines. Mais il y a aussi le partage que je fais avec un de mes oncles, ma tangente que je salue de passage, quelqu'un qui m'apporte beaucoup vraiment, que je considère comme mon père, qui m'écoute de temps en temps, lui confier tous mes problèmes carrément. Il me donne des solutions et des solutions vraiment qui m'aident à aller de l'avant, qui m'aident à gérer le stress. Et, et, et vraiment, d'autres techniques que vous entendez, comme la méthode Pomodoro, que Madame Faye du développement personnel nous a suggéré, vraiment, ça te permet de travailler ça te permet de travailler en gérant le stress. Vraiment, ces techniques-là me permettent de gérer carrément le stress. Carrément, je dis que tout à l'heure, avant une convention, j'ai dit que, ah, là, ça fait très longtemps que j'ai pas subi de stress. Parce que c'est pas quelque chose qui vient à moi et qui m'emporte. Quand il vient à moi, je le gère et puis j'avance. D'accord. Tout est question de gestion de temps, comme vous l'aurez constaté. Alors, Ia et Marie, j'aimerais savoir de ton côté, quel genre de méditation tu as testé, que ça soit peut-être le sport ou la lecture. Qu'est-ce que tu préfères faire en général? Bon, moi, j'ai eu à tester beaucoup de choses, mais deux en particulier m'ont vraiment aidé. Le yoga et l'écriture. Le yoga, je l'ai découvert à un moment où j'étais complètement submergée et cela m'a permis de me reconnecter avec mon corps, de respirer enfin et de mettre une pause dans ce tourbillon mental que je subissais. C'est comme si j'étais dans une bulle où je pouvais juste être, exister. Et puis, il y a l'écriture. L'écriture, je dirais que c'est mon exutoire le plus précieux. Mettre des mots sur ce que je ressens, c'est une forme de libération. Quand C'est comme si quand j'écrivais, en fait, quand je posais les mots sur le papier, je déposais en fait mes émotions un peu hors de moi. Ces pratiques ne m'aident pas ne marchent pas totalement, mais quand même, elles m'aident à me recentrer, à canaliser en fait tout ce que je ressens. Je comprends tout à fait. Et même par rapport à cette écriture-là, comme le dit l'adage, là où tu ne peux pas forcément mettre de mots, mais ta plume. Alors, Hakim Boy, j'aimerais savoir également, est-ce que de ton côté, tu as vraiment eu à être en phase ou si tu as reçu du soutien de la part de ta famille? Bien évidemment, comme on le dit, la famille doit être là à soutenir tous les membres de la famille, en fait. Je veux dire que vraiment, j'ai des membres exceptionnels. J'ai des oncles, j'ai des tantes, j'ai ma mère et j'ai mon père qui me soutiennent vraiment à cœur. Je dirais, à certains moments, je dis que moi, je suis le seul unique fils de la famille ou pas. Parce que comment ils m'apportent leur soutien toujours. Ils me demandent comment tu vas, est-ce que tu gères le stress. Parce qu'ils sont des gens qui sont vraiment compréhensifs. Comme par exemple, mon oncle que j'ai cité tout à l'heure. C'est ton ami, c'est ton oncle, c'est ton papa. C'est avec une personne avec qui je peux échanger beaucoup de choses dans la vie. Il m'apporte son soutien, il m'apporte ses conseils, il m'apporte même ses pratiques à lui, qui lui sont personnelles à eux, et qui me dit que tu dois utiliser ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et à chaque fois que je pratique ces conseils, ah, vraiment là, c'est le top. Je vois les résultats, honnêtement. Mais ici, il y a ma mère. Vraiment, l'unique personne que je peux partager tout au monde.
Vraiment, ma mère, ce n'est pas juste ma mère. C'est une amie, je veux dire une amie d'enfance, une amie là, une meilleure amie. Parce que les plus difficiles moments, là où je pouvais même pas parler avec mon père, je contactais directement ma mère. Elle me donnait des solutions. Comme on le dit, une mère doit être toujours là pour son enfant. Mais cette mère dépasse même cette limite où l'enfant et la mère doit avoir. Vraiment, je lui disais, je lui dois mille merci. Mais ces mille merci, vraiment, je rêve un jour que je vais les transformer en bonheur, en mille bonheurs. Merci. C'est vraiment cette cadre familial qui me donne vraiment la force d'avoir, la force parfois Comme vous le voyez, c'est vraiment des moments de partage. On parle de sincérité. Que serions-nous vraiment sans nos parents? Sincèrement, que serions-nous vraiment sans nos parents? Et mille merci à toutes ces mères qui font tout leur possible pour accompagner leurs enfants et aux pères présents. Franchement, ce fut un réel plaisir, Hakim, d'avoir eu à partager ce moment-là très intime avec toi. Et ce n'est pas vraiment évident de pouvoir exprimer ce que l'on ressent, surtout avec les hommes, parce que de nos jours, quand on est au Sénégal, beaucoup d'hommes, je dirais, pour ne pas dire garçons, ils pensent que le fait d'extérioriser les ressentis, c'est une forme de faiblesse, alors que c'est une force intérieure qu'on doit vraiment extérioriser. Et merci beaucoup pour ce partage. Alors, Yael Marie, j'aimerais vraiment, pour apaiser un peu, on va dire, cet espace-là, que tu me dises ce que tu fais quand tu es débordé mentalement. Euh, Quand je me sens mentalement débordée, ce qui me fait le plus de bien, c'est d'aller à la mer. Il y a quelque chose de tellement et profondément apaisant dans le fait de regarder les vagues. C'est comme si je pouvais déposer mes pensées, mes angoisses, mes douleurs sur l'écume. J'ai souvent cette image en tête où mes soucis se dissolvent dans l'eau salée, emportés par les vagues, et moi redevenant plus légère. C'est un vrai rituel de recentrage. La mer m'apprend aussi à lâcher prise, en fait. Elle me montre que rien n'est constant, que rien n'est périn, que tout passe dans la vie, même les douleurs, même la fatigue mentale. Moi, je dirais, sur ce plateau, c'est à moi de vous poser des questions, mais là, je me retrouve vraiment dans tout ce que vous êtes en train de dire, parce que même là, heureusement qu'on a, on va dire, une bonne position stratégique par rapport à l'école, juste en face, parce que même moi, il m'arrive parfois d'être un peu débordée mentalement, et le fait de regarder les vagues, ça m'apaise également. C'est pourquoi je me retrouve vraiment. C'est pourquoi c'est très important parfois de pouvoir échanger avec des gens, parce que forcément, tu auras une personne avec qui tu auras, on va dire, les mêmes envies, les mêmes besoins, mais tant que tu ne discutes pas, tu le sauras. On se sent vraiment moins seul dans cette situation. Et la solitude, cela entraîne vraiment la pression sociale et ça pousse vraiment à la santé mentale. effectivement. Alors, maintenant, j'aimerais également voir si il y a encore un tabou autour de la santé mentale, on va dire, chez les étudiants. Si par exemple à l'école. Bien évidemment, à l'entame de mes propos, je l'avais dit. Je vais dire que la santé mentale est un sujet qu'on n'aborde pas, comme on aborde tous les autres sujets dans les plateaux. C'est vraiment un sujet tabou quand il s'agit carrément, quand il s'agit carrément le milieu scolaire, même le milieu universitaire. Parce que toutes les personnes ils pensent que se confier est un signe de faiblesse. Comme vous l'avez dit tantôt, c'est pas un signe de faiblesse. Car se confier à une personne, c'est vraiment, on part vers l'avant pour enlever cette carapace de stress, cette carapace de santé mentale qui vous fatigue à tous les jours. Donc, moi, je pense que c'est un sujet vraiment tabou qu'on n'aborde pas beaucoup et qu'on devrait toujours aborder pour permettre à certaines personnes de sortir de leur zone de confort pour être là, à parler avec certaines personnes pour trouver des solutions. Car les solutions sont toujours là où on peut ne pas les penser. Et maintenant, Marie, qu'est-ce que tu aimerais voir euh, mise en place ici, on va dire, chez les étudiants pour pouvoir aider à ne pas être débordés mentalement et surtout par rapport à cette santé mentale. Franchement, j'aimerais qu'on
fasse beaucoup de choses. D'abord, j'aimerais qu'on nous donne plus de temps pour apprendre, pour vraiment apprendre, pas mémoriser dans la précipitation. On oublie souvent que chacun a ses luttes intérieures ainsi que ses fragilités internes. Ensuite, je pense qu'un psychologue, un espace d'écoute ne devrait pas être un luxe, mais plutôt un droit. On est nombreux à souffrir en silence, à traverser des crises d'angoisse et j'en passe. Et peu ont la chance d'être écoutés ou bien tout simplement d'en parler en fait. Et j'aimerais aussi que l'on instaure des ateliers, tout simplement des activités de gestion de stress, de confiance en soi, d'organisation. En fait, tout simplement des outils qui vont nous permettre de mieux faire face à la pression. En résumé, j'aimerais que l'on cesse de prendre les étudiants pour des machines à valider des crédits, mais plutôt pour des êtres humains que l'on devrait accompagner, soutenir et surtout écouter. Alors, Yaï-Marie, si tu pouvais donner un conseil à un étudiant ou une étudiante, ce serait quoi? Je lui dirais, tu as le droit de ralentir, tu as le droit d'avoir mal, d'être fatigué, de ne pas comprendre tout de suite, de ne pas tout simplement être parfait. Ce que tu ressens, c'est tout à fait légitime. On vit dans un monde qui valorise la performance, mais parfois la vraie force, c'est de savoir dire stop, de prendre soin de soi, de demander de l'aide. Tu n'as rien à devoir à personne, à qui que ce soit en fait, si ce n'est à toi-même. Et même dans ce cas, sois doux avec toi-même. Tu n'es pas seul, tu n'as pas à tout porter seul. Parle, respire, écris et rappelle-toi que même les temps te passent. Ce que tu vis maintenant ne te définit pas pour toujours. Et toi, Hakim? Moi, je vais commencer par dire une chose. Le seul vrai combattant de la vie, c'est la vie. Vous allez me permettre de m'exprimer en wolof. Am ak ñàkk yàlla suñu borom moo ko yor. Li nga war a contenter wu chaque jour mooy nga def. Ñàkk a def moo baaxul. Mais tu dois te contenter toujours de faire. Ça doit toujours ta satisfaction. Parce que l'échec ou la réussite ne dépend que d'Allah. J'en reviens pour dire que le conseil que je donne à l'étudiant qui a la fatigue mentale, qu'il n'est pas le seul. On est toujours avec lui, qu'il n'est pas le seul à vivre ça dans le monde, parce que ce sont des choses qui sont normales. Tout à fait. Il a le droit d'être fatigué, il a le droit d'être omnubilé par le travail, il a le droit d'avoir des divergences dans son travail, dans son planning, et même dans ses examens et ses évaluations. Mais je vais lui donner un conseil. Il doit toujours se rappeler, il doit toujours avoir une motivation qui va lui permettre de relever tous les défis qui vont se présenter à lui. Vraiment des choses, des personnes à qui, quand il passe à eux, il va tout faire pour partir dans le chemin de la réussite, dans le chemin de la persévérance, mais aussi dans le chemin du gagnant, dans le chemin du champion. Parce qu'on est tous des champions. Il y a quelque chose qui est en nous, qui dort, et que nous devons faire tout pour le réveiller. Tout à fait. Cette chose-là, c'est le phénix. Vous êtes tous des champions. Faites tout pour réveiller ce phénix qui est en vous, pour être des champions de vous-même. Non pas pour vous, mais pour toutes les personnes qui sont là, qui veulent votre réussite, qui veulent votre trophée et votre diplôme de fin d'études. Je pense que c'est tout que j'avais à vous dire, Nardo. Ah, ce fut un réel plaisir d'avoir, on va dire, comme invité ces deux étudiants qui, il faut le dire, ils participent activement, on va dire, à la vie estudiantine au sein de cette école. Ils sont tous au niveau du BDE et moi-même, j'en fais partie. Maintenant, par rapport à mon mot, là, je vais vraiment enlever la casquette de la présentatrice. Je vais vous parler en tant qu'étudiante. Moi aussi, je suis confrontée parfois à une vie qui n'est pas forcément simple par rapport à la santé mentale. Je ne peux pas prôner un espace où on va parler de sincérité si moi-même, je ne suis pas sincère avec vous. Ce n'est pas évident pour moi actuellement parce qu'il faudrait le dire. Il y a de ces gens qui travaillent et étudient en même temps pour subvenir à leurs besoins et payer leurs études, et j'en fais partie. C'est juste pour faire comprendre à certaines personnes que parfois, ça peut être dur, ça peut être très compliqué, mais Dieu ne va jamais vous mettre un poids que vous ne pourrez supporter au niveau de vos épaules.
Et je tenais également à remercier des personnes qui ont eu à m'aider parce que j'ai vécu des moments très difficiles. J'ai eu une santé mentale très fragile. Et là, je peux dire que cela ne s'est pas ressenti parce que j'ai cette faculté-là à cacher ce que je ressens. Bien vrai que ce n'est pas toujours bon. Et c'est une chose que je vais dire aux étudiants ou même aux gens en général de ne pas faire. Extérioriser ce que vous ressentez. Et sur ce, je vais remercier d'abord ma mère, Khadjiwan, qui m'a beaucoup aidée, Clément Maora et mon oncle Dino. Et merci également à toute l'administration. Et ce fut un réel plaisir d'avoir eu à échanger avec vous. Et on se retrouve exactement dans 2 semaines avec un autre thème et d'autres invités. Merci, ce fut tout. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Je suis Fatima Faye, chargée d'enseignement à EHES et coach certifié en développement personnel. La première question, que pouvez-vous nous dire sur le stress, la fatigue mentale et l'anxiété chez les étudiants? En réalité, il faudrait comprendre que ça soit le stress, la fatigue mentale ou l'anxiété, c'est autant de réponses, notamment du corps, des réponses chimiques, notamment avec la sécrétion du cortisol, qui est l'hormone du stress. Maintenant, qu'est-ce qui fait que la personne ait une fatigue mentale? Qu'est-ce qui fait que la personne ressente le stress ou l'anxiété? La sollicitation sur une longue durée de ressources cognitives de l'étudiant. Je donne un exemple. Aujourd'hui, on parle de ce qu'on appelle les lois du temps. Il y a la loi Dili qui dit qu'au-delà d'un certain seuil de travail, l'efficacité décroît. En réalité, pour être performant, il faudrait que vous puissiez combiner des séances de travail intense, mais également des séances, que ce soit de pause longue ou de courte pause. L'autre élément qui peut donner du stress, qui peut mener à une fatigue mentale ou à l'anxiété, c'est le manque de préparation. Ne vous y faites pas prendre. Vous ne pouvez pas préparer un examen faire un examen sans vous préparer. L'improvisation elle-même ne s'improvise pas. Il faudrait que l'étudiant puisse bien gérer son temps, que le bachelier puisse avoir un calendrier de révision pour bien s'en sortir. Maintenant, il y a également un autre élément, c'est l'environnement. L'environnement joue un rôle décisif par rapport à la santé mentale de celui qui doit passer un examen. Vous devez avoir pour environnement un environnement, excusez-moi de la répétition, qui soit propice à l'acquisition de connaissances, un environnement qui ne sécrète pas le cortisol, c'est-à-dire que le stimuli soit le résultat d'un environnement toxique. Et évidemment, si vous évoluez dans un environnement toxique, vous aurez et le stress et une fatigue mentale et évidemment l'anxiété. Voilà, et évidemment, ça se manifeste comment? Des insomnies, ou plutôt le cerveau qui peut, selon certains individus, se réfugier dans le sommeil. Donc, vous aurez la sensation de vouloir dormir un tout petit peu plus. C'est une réaction normale de votre cerveau qui veut fuir la réalité. Donc, on est dans le cas du déni. Autre manifestation, l'excès de la caféine, n'est-ce pas? Mais également une perte de la concentration, une perte de la performance et de la productivité chez l'étudiant. Conséquence, les notes qui chutent, l'étudiant qui perd de la confiance en lui, les parents qui ne vont pas forcément comprendre ce qui se passe chez leur enfant. Et je bascule au niveau de la deuxième question. Quel message souhaiteriez-vous adresser aux étudiants, mais aussi aux parents face à ces réalités? Tout à l'heure, j'ai parlé de l'importance de la gestion du temps. J'ai parlé de l'importance de la préparation. On ne peut pas, d'ailleurs c'est pour tous les projets que l'on a dans la vie. L'improvisation elle-même ne s'improvise pas. C'est-à-dire que quand on est étudiant, quand on est bachelier, quand on veut mettre sur pied un projet, il faudrait qu'il y ait un travail en amont et un travail en aval. Il faut avoir ce qu'on appelle la clarté. La clarté, c'est savoir exactement qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut y aller. C'est mettre en réalité, enlever tout flou par rapport à son projet. Donc, l'étudiant doit savoir exactement quel est son plan de carrière académique, qu'est-ce qu'il veut faire, où est-ce qu'il veut aller. L'autre chose, il faudra qu'il puisse, je ne le dirai pas assez, gérer son temps, notamment en utilisant des techniques comme la matrice d'Eisenhower, encore appelée la méthode d'Eisenhower, ou utiliser des outils tels que les aides-mémoires, tout ce qui est agenda, tout ce qui est alarme, tout ce qui est to-do list, mais également la technique du Pomodoro, qui est une technique très puissante, notamment surtout quand on n'a pas de motivation pour faire ce qu'on doit faire. L'étudiant doit également se ménager des temps de repos. Pourquoi? Parce que même les grands athlètes,
Quand ils sont dans une situation d'entraînement, d'endurance, ils ont des phases de récupération. Donc, la récupération fait partie de la performance. Il faudrait que l'étudiant puisse travailler de manière intense, mais également permettre à son cerveau de se régénérer, notamment en soufflant un peu. Par rapport aux parents, moi, je suggère que quand il y a, par exemple, les résultats qui ne sont pas à la hauteur des attentes, d'appeler leurs enfants, de les mettre dans une situation où la communication positive est de mise. Qu'on pose la question à ces jeunes-là, qu'on leur demande est-ce qu'ils ont bien compris les leçons, qu'on n'hésite pas à se rapprocher de l'administration de l'école, qu'on n'hésite pas à se rapprocher des professeurs pour voir est-ce que tout va bien, est-ce que le jeune n'est pas stressé par autre chose, est-ce que la maison dans laquelle ce jeune-là évolue est un environnement qui permet à ce jeune de performer, au lieu d'opter pour une communication culpabilisatrice, parce qu'en réalité, ça a ce qu'on appelle les effets pervers. Un jeune qui a par exemple 4 sur 20, si le parent lui dit forcément que c'est sa faute, ou s'il n'essaie pas de comprendre, de creuser pour voir où est-ce que le bas blesse, ça peut avoir ce qu'on appelle des effets pervers. Moi, je suis pour qu'on cherche une communication qui est dans le sens, n'est-ce pas, qui pourrait nous permettre d'atteindre les objectifs. Troisième question, quelle technique simple recommanderiez-vous aux étudiants pour mieux gérer le stress au quotidien? Je ne le dirai jamais assez. Au-delà d'un certain seuil de travail, l'efficacité décroît. La majeure partie des étudiants, malheureusement, badinent avec une chose qui est extrêmement primordiale, c'est le sommeil. Quand l'étudiant ne dort pas assez, il ne peut pas être performant. Quand tu manipules ton téléphone jusqu'à une certaine heure, jusqu'à certaines heures indues de la nuit et que tu dois te lever le matin pour travailler, tu ne peux pas avoir la performance que tu veux avoir. Les 4 heures qui suivent ton réveil, ton cerveau est à son top. Malheureusement, on a remarqué chez les étudiants, chez les jeunes, et d'ailleurs la plupart des gens, que dès qu'ils se réveillent, la première chose que les personnes font, c'est prendre leur téléphone. Quand on veut aller quelque part, quand on veut réussir, on est proactif, pas réactif. Et quand vous prenez votre téléphone, vous exposez votre cerveau à trop plein d'informations. Maintenant, tout travail que vous voulez faire, que ce soit pour écrire un roman, pour écrire un rapport de stage, pour travailler sur votre mémoire, pour travailler, n'est-ce pas, sur vos leçons, vous devez le faire les 4 heures qui suivent votre réveil. Pourquoi? Parce que votre cerveau est assez reposé. Il y a un pic d'énergie, n'est-ce pas? Au lieu d'aller forcément sur les réseaux sociaux. Autre technique que je préconise, c'est après 1h30 de travail, après 90 minutes, de prendre des pauses de 15 minutes et 30 minutes. Ça permet au cerveau de pouvoir enregistrer les informations qui ont été données auparavant, d'avoir une pic de dopamine, qui est, les gens l'appellent l'hormone du plaisir, mais en réalité, c'est l'hormone de la motivation pour continuer à faire dérouler le reste de la journée. L'autre technique que je recommande aux étudiants, au-delà de l'aide-mémoire qui leur permet de mentionner tout ce dont ils ont besoin, n'est-ce pas, d'avoir leur agenda, de planifier leur journée, de planifier leurs examens et tout, c'est d'avoir des fiches de révision, mais également de connaître leur propre méthode. Pourquoi connaître sa propre méthode? Certains étudiants sont très à l'aise avec le fait d'apprendre leurs leçons au jour le jour. D'autres sont plus à l'aise avec d'apprendre leurs leçons uniquement les week-ends. Il n'y a pas de souci. L'essentiel, les individus ne sont pas les mêmes et vous devez trouver votre propre méthode. Vous ne pouvez pas trouver votre propre méthode si vous ne connaissez pas quel est votre type de mémoire. Je donne mon exemple. J'ai une mémoire visuelle à dominante auditive, c'est-à-dire que je me rappelle plus de ce que je vois que ce que j'entends. Maintenant, quand toi, tu es étudiant, tu te rappelles plus ce que le prof dit que ce que le prof écrit, on va te demander de te concentrer un peu plus quand tu es en classe, d'enregistrer les leçons, mais également quand tu apprends tes leçons, de le faire à voix haute pour que tu puisses avoir cet écho au niveau du conduit auditif et de pouvoir te rappeler de ce que tu as appris. Si tu as par exemple une mémoire à dominante visuelle, on va te demander d'avoir des agendas, d'avoir un bloc-notes, d'écrire. C'est comme par exemple, tu es en salle, on te donne un devoir, on te donne un examen. C'est comme si on t'a mis le cahier sous les yeux. Donc, il faudrait que l'étudiant qui souhaite réussir puisse voir exactement quelle est sa méthode, mais également quel est son type de mémoire pour pouvoir réussir. Et puis, la dernière chose que je dis, une mauvaise note n'est pas la fin. On a tous eu une mauvaise note dans notre carrière. Maintenant, quand tu échoues quelque part, en réalité, c'est une connaissance nouvelle que tu as. Et c'est là où l'importance d'avoir un mentor prédomine. Le mentor, c'est quelqu'un qui est à une classe supérieure, quelqu'un qui a atteint le niveau que tu veux atteindre et vers qui tu te tournes quand, par exemple, tu as besoin de conseils, tu as besoin d'orientation, tu as besoin d'être encadré, que ce soit pour la discipline de manière générale ou pour un module en particulier.
Et voilà, take it easy, comme on dit. Et sachez que toute l'équipe est là, que ce soit l'administration ou vos professeurs, pour vous accompagner au quotidien pour l'atteinte de vos objectifs. Prenez soin de vous.